Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, je le disais en ouverture, les relations de travail là, qui sont au cœur de notre bulletin de nouvelles. Il y a les garderies là, qui ouvrent une demi-heure plus tard. Toute la semaine. Mais là, on a un préavis de grève chez Poste Canada qui a été envoyé cette nuit. Oui, c'est le syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes qui, au cours de la nuit, a émis ce préavis de grève de 72 heures. Ça touche 55 000 travailleurs. Et on peut lire dans le communiqué du syndicat que si aucune entente n'est conclue, les travailleurs des postes pourraient déclencher une grève à compter de ce vendredi, le 15 novembre. Maintenant, la décision appartiendra au Conseil exécutif national qui n'a pas décidé si la grève sera déclenchée ou non immédiatement. Ça va dépendre des actions de Poste Canada à la table, nous dit-on. Les principaux enjeux. On parle de salaire, les avantages sociaux, la protection contre la sous-traitance, la protection contre les changements technologiques. Et quand on décortique les chiffres, Mario, à la table de négociation, il y a tout un fossé là, entre le syndicat et l'employeur. La dernière offre du syndicat à Poste Canada, on parle de 22 % sur 4 ans, alors que l'employeur propose plutôt 11,5 % sur 4 ans. Et là, ce qui est en suspens... Ça, c'est juste le salarial. En plus, il y a le salarial, là. Je me souviens d'avoir fait l'entrevue, c'est il y a quelques jours. La liste, je pense que je ne l'ai jamais vue aussi longue. Oui. La liste des demandes c'est sur syndicales. 2-3 pages. Oui. Ouais. Et là, la grosse question, c'est les impacts de tout ça à l'approche des fêtes. Là. Parce que là, on va rentrer dans le crunch, là. Hein, de tout ce qui est livraison, commandes, les colis, ça peut avoir des conséquences importantes. Là. Donc, c'est pas... Il y a préavis de grève cette nuit, ça veut dire qu'à partir dans 3 jours, vendredi, ils peuvent faire une grève, mais c'est pas automatique. Ils sont pas obligés de le faire. Exact. Tout dépend des pourparlers à la table. Et au port de Montréal, le lockout, jour 2. Oui, ça va bien. Donc, les marchandises peuvent pas arriver au pays. Puis après ça, s'il y a grève, je sais pas, Canada pourront pas être livrées un peu partout. Alors, on est entre de bonnes mains. Deuxième journée de lockout. L'Association des employeurs maritimes et les débardeurs, ils sont 1200 au total, sont toujours dans une impasse. Ça a des conséquences économiques, on le sait. Là, à chaque jour, c'est à peu près 90 millions de pertes économiques. Et pour chaque journée de grève, ça peut aller même jusqu'à 7 jours pour reprendre le retard. C'est vraiment actuellement là, un effet domino parce que la pression se fait des deux bords, Mario. Il y a ce lockout-là au port de Montréal. Il y a le lockout aussi au port de Vancouver, à l'autre bout du pays. Et c'est un conflit qui met aussi en péril certains emplois, des revenus aussi pour les entreprises. Pensons au transport par camion, là. Il y en a des camions au port de Montréal. Il y en a 2000. Les camionneurs qui sont indépendants, qui sont à leur compte, eux, là... Il n'y a pas de revenus garantis, il n'y a pas de salaire tous les 2 jeudis. T'es payé pour les voyages que tu fais. Quand tout est interrompu, c'est des pertes nettes de revenus. Je retiens les propos de Mme Gascon parce que les gens ont un peu de misère à visualiser là, les marchandises, qu'est-ce qui ne rentrera pas au port. Mme Gascon, là, de l'administration portuaire de Montréal, me disait hier, asseyez-vous dans votre maison. Ouais, c'était bon ça. Asseyez-vous sur un divan dans votre maison, sur une chaise, n'importe où dans la maison, puis regardez là, autour de vous, 360. 80% de ce que vous voyez est passé par un port. Fou, hein? Les meubles, la grande majorité des meubles, les draps, le tissu, les vêtements, les objets, l'électronique, la télécommande de votre TV. Ce que vous voyez, la grosse majorité, et dans certains cas, de produits qui seraient fabriqués ici ou assemblés ici, c'est les matières premières qui sont arrivées par le bateau. Donc, dans tous les cas... on n'a pas à chercher des petits points précis, là, qu'est-ce qui arrive par le port, la majorité. Donc, en d'autres termes, vous allez dans un grand magasin de meubles, vous allez dans un grand magasin de cadeaux de Noël, la grosse majorité des éléments sont arrivés par le port. Puis là, dans ce cas-ci, on a entendu le syndicat des débardeurs qui dit, écoutez, nous autres, on veut négocier. On a même réservé une salle jusqu'à la fin de la semaine. On souhaite que l'employeur revienne. Ouais, eux disent ça parce que là, c'est un lockout. C'est pas une grève, c'est un lockout. Mais eux disent qu'ils sont démontés par ça, mais ils avaient envoyé eux aussi un préavis de grève. Ils n'en voulaient pas de conflit de travail. Nous, on a envoyé un préavis de grève. Et rejeté la dernière proposition de l'employeur à plus de 99 99,7 M. Murray, dans sa conférence de presse hier, a dit « Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de nouvelles de l'employeur. » Ben là, t'as eu une proposition jeudi. Je comprends qu'ils sont pas allés... Je pense qu'eux, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont pas allés à la table de négociation. Mais l'employeur a procédé autrement. Il a remis une offre plus généreuse sur la table jeudi en disant, regarde, là, c'est ça, c'est le plus loin qu'on peut aller, c'est à prendre ou à laisser. Puis à 99,5%,
les employés ont dit non. Notre bureau d'enquête qui a monté un dossier sur l'emploi, parce qu'on le dit souvent là, dans notre discours, on dit ouais, c'est engorgé, Immigration Canada, les bureaux sont engorgés, le nombre de dossiers a engorgé les services, mais là, on a un peu une mesure documentée de l'ampleur d'à quel point on est débordé. Et c'est à la une du journal ce matin. Il va falloir de 5 à 7 ans pour venir à bout de la pile de dossiers de demande de résidence permanente à Ottawa. Donc, tu te rends compte que... C'est complètement fou, là. Pierre Poilievre pourrait prendre toutes sortes d'engagements, dire toutes sortes d'affaires, mais dans l'état actuel des choses, il serait élu dans 6 mois, puis à la fin de son mandat, on n'aurait pas fini de traiter les dossiers qui étaient là sous Trudeau avant son arrivée. C'est aussi fou que ça. Là. C'est plus long qu'un mandat de gouvernement. Et ça, c'est sans compter là, ce qui risque d'arriver avec la vague de déportation historique que Trump veut faire, là, les 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. Certains vont converger assurément vers le Canada. Alors, tu imagines la pile. Le bureau d'enquête nous apprend qu'en mai dernier, ça c'est en mai, on est en novembre, la pile, elle doit avoir augmenté. 73 000 personnes attendaient qu'Immigration Canada traite leur dossier. Et là-dessus, ce sont des immigrants avec des dossiers qui sont jugés prioritaires. Alors, prioritaire de 5 à 7 ans pour venir à bout de cette pile-là. Maintenant, d'où proviennent les demandeurs de résidence permanente? La plupart du Nigeria avec plus de 17 000, Haïti plus de 16 000, Hong Kong plus de 13 000 et la Chine plus de 12 000. On retrouve notamment aussi certains délais pour un immigrant, par exemple, qui réside au Canada. La moyenne de traitement est de 23 mois, donc pratiquement 2 ans. Et pour les Indiens, donc originaires de l'Inde, c'est pire. Ça peut aller jusqu'à 31 mois. Alors, faut plus que s'armer de patience. On a le même genre de délai pour les demandeurs d'asile. Oui. C'est un ministère qui est complètement embourbé. Je sais pas, sincèrement, je serais curieux d'entendre Pierre Poilievre. Qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle-là? Puis qu'est-ce qu'il, lui, il se dit, mettons, c'est moi qui va gouverner l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux... Tu sais qu'il y en a qui proposent comme solution de régulariser tout le monde. De dire, ben là, la façon simple de remettre les compteurs à zéro, c'est de donner la citoyenneté à tout le monde. Pas convaincu de ça. Ben là... ça veut dire que tu vérifies pas tous les dossiers, tu vérifies pas les antécédents. Ça veut dire que tu, dans tes chiffres d'immigration, là, tout ce que tu as eu comme chiffre, comme politique bascule, à suivre. Mais je suis content que ce soit documenté parce que c'est quelque chose qu'on sentait. Mais on n'avait pas tous les chiffres encore. La presse qui, d'ailleurs sur la plume d'un chroniqueur qui est habituellement économique, nous parle des critères de recrutement. On a parlé des écoles à caractère religieux, mais là, des CPE qui auraient la religion comme critère de recrutement. C'est un dossier très étoffé de Francis Veil, effectivement, qui nous apprend que à Montréal, il y a 36 CPE, donc financés par Québec, qui sélectionnent leurs enfants en fonction de l'appartenance religieuse ou ethnique. Alors là, ça touche quand même là, 2600 enfants. Et là, Francis Veil a épluché des données tirées de la place 0-5 ans là, du ministère de la Famille. Et ce qu'on apprend et ce qu'on peut lire, entre autres, il y a certains CPE qui souhaitent que les enfants ou préfèrent que les enfants parlent le yiddish. Une autre garderie... Donc, on met la connaissance du yiddish comme une condition d'accès à la garderie. Ouais, une préférence. Après ça, parmi les critères d'une autre, le fait d'être membre d'une association islamique. Et ces CPE facturent 9,10 $ par jour aux parents, comme les autres CPE ailleurs, et tout le reste est payé par l'État. Et dans cette enquête-là de la presse, du nombre des 36 établissements, il y en a 21, peut-on lire, qui sont reliés à la communauté juive. Mais, en fait, tout ça, c'est la suite de l'école Bedford. Là. Ben oui. On a pris conscience de quelque chose. C'était tout là avant. Là. C'est qu'on a pris conscience de quelque chose et on a pris conscience que non seulement il y a des institutions privées où des gens décident d'en faire une affaire religieuse, mais même des institutions publiques, subventionnées, financées par l'État, ont été prises sous un contrôle religieux. On y applique des règles religieuses. Puis... c'est comme si tout le monde est consentant. C'est la raison pourquoi il n'y a pas de plainte. Dans le fond, les parents religieux envoient leurs enfants, ils ont leur garderie payée par l'État à 80%, mais puis les seuls qui pourraient porter plainte, exemple, c'est des gens qui habitent dans le même secteur,
puis qui disent, ben voyons, c'est bien cave, là, il y a un CPE, en dedans d'un kilomètre de chez moi, il y a un CPE, mais moi, j'y ai pas accès parce que j'appartiens pas à cette religion-là, j'appartiens pas à cette communauté-là. Mais ça semble pas être le cas. C'est comme si les gens sont résignés à dire, ben non, on peut pas envoyer nos enfants là, c'est un CPE, c'est tous des enfants musulmans, c'est tous des enfants juifs, nous, on n'est pas de cette religion-là. Les gens acceptent que c'est un CPE religieux. Donc, t'as pas de plainte. Tant que personne enquête, tout ça, t'as comme une acceptation générale de cette réalité-là. Mais on s'entend que là, tu peux pas être plus dans tout le contraire de l'intégration. Quand on dit, là, l'intégration des nouveaux arrivants, on est à 0 sur 10 dans l'intégration. On est à créer des ghettos où les enfants des mêmes communautés vont vivre dans les mêmes communautés. Est-ce que c'est un lieu idéal pour apprendre le français? On pourrait rajouter ça comme question. Enfin, ça soulève beaucoup de questions. Le chef du Bloc québécois, les rôles sont inversés. Le chef du Bloc qui est même pressé d'aller en élection. Oui, je ne sais pas si c'est en raison du sondage d'Abacus, mais Yves-François Blanchet demande vraiment à Pierre Poilievre, le chef conservateur, de déposer très rapidement une motion de défiance dans l'objectif de faire tomber le gouvernement Trudeau et aussi par le fait même de faire tomber le Canada en élection. Dès que possible, et aussi pour convaincre le NPD de rejoindre les rangs. Mais l'enjeu, il est là. On sait que les néo-démocrates n'ont pas l'intention de suivre cette parade-là. Pour l'instant, ils assurent la survie du gouvernement libéral de Justin Trudeau, même s'ils ont déchiré cette entente-là, même si M. Trudeau, selon les dires de M. Singh, était la pire affaire que le Canada. Je le paraphrase, là, mais c'était des propos très durs. Oui, mais on va le garder un autre 6 mois, finalement. On va le garder un autre 6 mois. Mais c'est quand même drôle d'entendre des François Blanchet, parce qu'à la rentrée parlementaire, c'est Pierre Poilievre qui criait pour des élections. Oui. Mais là, le Bloc a joint ce mouvement et même plus. Enquête très intéressante du magazine Protégez-vous. Et cette fois, on a créé un panier c'est une bouteille de Tylenol, un dentifrice, des items de pharmacie pour voir où est-ce que ce panier coûterait moins cher ou est-ce que ce panier coûterait plus cher? Ouais, au moment où on sait, là, souvent la pression est très, très forte sur le budget des familles. Alors, ce qu'on a fait du côté de Protégez-vous, c'est qu'on a fait une vaste enquête auprès des 7 plus grandes chaînes de pharmacie partout au Québec. Jean Coutu, Brunet, Familiprix, Pharmaprix, Uniprix, Proxime et Accès Pharma de Walmart. Pendant 3 semaines, on a évalué 1200 prix de 25 articles. Et pour faire une espèce de panier. Résultat de tout ça, c'est Walmart qui a le panier le moins cher au niveau de la pharmacie. Ouais. Un panier de 245 $. Et comparativement, donc... Ouais, les écarts sont quand même grands. Hein? Oui. Ouais. L'endroit où c'est le plus cher, là, c'est chez Pharmaprix. Pharmaprix, 338 $. Donc c'est économie... presque 100 $ de plus pour le même panier des 25 items. Là. Exact. Alors, une économie quand même de 28 % chez Walmart. Et parfois, il y a des écarts quand même assez importants. Prenons l'exemple d'une boîte là, de 100 comprimés de Tylenol extra fort. Bon. Chez Walmart, en moyenne, 9,97 $. Pharmaprix, 16,66 $. Ouais, c'est même sur beaucoup de choses. Même le maquillage, les tampons démaquillants, c'est la même chose. Oui, il y a un bon écart. Là. Ça peut vite monter. Protégez-vous quand même, parce que moi, personnellement, je vais chez Costco de temps en temps et c'est là que l'économie... À mon avis, le département des médicaments chez Costco, c'est là que tu as la plus grosse économie. Et là, Protégez-vous dit carrément qu'ils sont hors catégorie. Là. Ils reconnaissent qu'ils sont moins chers, mais comme ils n'ont pas les petites quantités. Exemple, ce que tu viens de nommer, la bouteille de Tylenol de 100, ils l'ont pas, ils doivent avoir 250. Ils pouvaient pas rentrer dans le panier de comparaison. Ouais, mais quand même, le panier de Costco aurait permis d'économiser à peu près 50 % par rapport à Pharmaprix. C'est la moitié. C'est énorme. En faisant une espèce de calcul avec des proportions, là, mais... Ouais, mais ça, j'en suis certain, là, ça se voit. Tu sais, quelqu'un qui consomme en grande quantité là, des Advil, des Tylenol, c'est sûr que c'est des grosses bouteilles. Là, c'est que si t'en as pas vraiment besoin, si t'en prends 4 par année, ça vaut pas la peine d'acheter la bouteille de 250. Ben là, la morale, c'est qu'il faut s'hydrater davantage pour pas avoir mal à la tête, se coucher de bonne heure. Il faut tout faire pour pas consommer ça. Là. C'est ça que ça veut dire. Et Donald Trump qui continue à former son cabinet.
Oui, et ça va être... on entend toutes sortes de noms, là, effectivement. Et là, le plus récent nom, selon des médias américains, le sénateur Marco Rubio, qui a été choisi pour être le prochain secrétaire d'État. Il est sénateur de la Floride, une grande expérience en politique étrangère. Il a 3 mandats quand même derrière la cravate, le monsieur Rubio. Un membre des comités du Sénat sur le renseignement, sur les relations internationales également. Et là, il y a des noms qui circulent et qui s'ajoutent, là. Et Marco Rubio est le dernier en liste. La Floride pourrait avoir beaucoup d'influence parce que le leader du Sénat pourrait être M. Scott de la Floride, Marco Rubio, Donald Trump lui-même. Je pense que maintenant, il se considère plus quelqu'un de la Floride que quelqu'un de New York. Donc, la Floride devient un État influent. Oui, ça, t'as entièrement raison. Est-ce qu'on va surveiller par rapport à Trump aujourd'hui la décision du juge dans la condamnation de M. Trump pour l'affaire Stormy Daniels? Essentiellement, aujourd'hui, le juge va décider s'il rejette la condamnation du président parce qu'il y avait eu une décision de la Cour suprême en juillet où les anciens présidents bénéficiaient d'une fameuse immunité contre les poursuites pour des actes officiels qu'ils ont commis. Alors là, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que ça inclut aussi les autres accusations qui visent Trump au criminel? Ça, c'est ce qu'on va surveiller. Si je me risque à une prédiction, c'est que le vent souffle en direction de tout balayer. Oh, oui. Le peuple a parlé. Tu sais que finalement, il y a eu 52% du vote, hein? Une fois tous les votes. On disait le 51, puis la tendance des sondeurs, c'était de dire mais quand tout va être compté, tout va être rentré, le 51 va devenir 50. Pas que c'est pas beaucoup, mais non. Le 51 s'est rapproché de 52. Donc, il a obtenu, quand on dit la pluralité des votes, plus que 50%, c'est un clair plus que 50%. Erreur d'impression qui crée un immense malaise autour de Mattel, du fabricant de la Barbie. Oui, parce que vous savez que très, très bientôt, là, au cinéma, il va y avoir le film Wicked. Donc, c'est l'histoire d'une sorcière légendaire dans le monde du magicien d'Oz. Il y a une femme qui est incomprise là-dedans parce qu'elle a la peau verte. Donc, c'est un film pour enfants, un film pour adolescents qui va être bientôt sur nos affiches, qui est une comédie musicale aussi sur Broadway. Donc, il y a des poupées Mattel qui ont été faites à cette effigie-là. Puis, depuis quelque temps, déjà, on vend ces poupées-là parce que c'est le film là, qui va sortir en novembre. Sauf qu'ils ont réalisé à un moment donné que dans l'emballage de la Barbie, ils se sont trompés dans leur site web derrière la boîte. Là, quand tu tournes à l'endos, souvent il y a les instructions, il y a le code QR. Puis là, tu regardes le site pour avoir plus de détails. Puis c'était supposé d'être un site qui nous mène à plus d'informations sur Wicked. Sauf qu'ils se sont trompés dans le site web. Donc, wicked.com nous menait plutôt à un site pour adultes, un site pornographique. Il y a certains parents qui ont réalisé ça. Petite surprise. La madame est étrange, mon Dieu, c'est vrai que c'est une méchante. Bon, et ça a fait énormément réagir, tellement qu'ils ont fait le rappel des poupées majoritairement aux États-Unis, mais au Québec aussi, il y a eu rappel. Le journal est allé voir, même sur place, il n'y avait plus les poupées. Et ce matin, avec Marianne, on a regardé sur Amazon. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons? Mais elle n'était pas capable de commander ou de mettre dans son panier les types de poupées Mattel présentement. Donc, ils ont dû revoir leur site. Imaginez la personne qui a fait l'emballage. Parce que la poupée, c'est ça, parce que la poupée est pas défectueuse. C'est le carton. C'est parce qu'à place d'écrire wickedmovie.com, c'est wicked.com. Et là, quand tu arrivais sur la page, il y avait vraiment le descriptif de 18 ans et plus. Vous vous apprêtez à arriver sur un site 18 ans. La sorcière était très, très, très vilaine. Très animée. Okay. La sorcière avait très chaud. Mais moi, ce genre d'affaires-là... c'est très drôle. Je trouve ça vraiment drôle. Mais d'après moi, pour les finances de Mattel, c'est moins drôle. Puis j'imagine les parents aussi qui ont découvert ça. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Combien de fois on entend dans les radios, souvent aux États-Unis, mais les émissions de télé, à un moment donné, on entend un bruit pour adultes derrière un match de sport, par exemple. Ça, on a vu ça souvent. Ou rappelez-vous, même durant la pandémie, à un moment donné, pendant qu'il y avait toujours les comptes rendus, les chiffres de COVID-19, le message du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les réseaux redirigeait vers un site pour adultes. Ah oui? Oui. Mais... Et ça aussi, puis on est en pleine COVID. Et moi, ça me fait vraiment rire. Je sais que ceux qui commettent l'erreur doivent avoir chaud sous les aisselles, là, mais moi, ça, là, oh là là, j'ai une maturité d'enfant de 18, là. Bon. Le Canadien a finalement gagné hier. On jouait, quand on était jeune, des fois, on jouait des matchs, mettons, à 4 contre 4 sur une patinoire, mais pas de gardien. Ben, c'était un peu ça. Là, on mettait une poubelle devant le but là, pour arrêter le plus gros. Ouais, ça faisait cet aspect-là. Écoutez, c'est pas tant l'exécution, mais c'est le résultat.
Donc, je vais te dire comme ça. Non, puis les vedettes du Canadien ont amélioré leur feuille de pointage au classement. 2 buts pour Cole Caulfield, 2 autres pour Nick Suzuki. Marque finale 7-5 pour le Canadien. Slafkovský, 3 passes. Slafkovský, très, très bon passeur, effectivement. Mais dans les buts, c'est encore catastrophique. Là. Caden Primo a cédé 5 fois en 14 tirs, a été retiré d'ailleurs en 3e période, remplacé par Samuel Montembeault. C'est quand même la 3e fois de la saison que Primo accorde 5 buts ou plus dans un match. Bon, quand on parle d'exécution, je veux dire, quand tu accordes quand même 5 buts dans un match, c'est pas... sur 14 lancés. En fait, mais les 7 buts du Canadien, c'est pareil l'autre bord. Là. C'est ça. C'est un match sans gardien. Oui, puis c'est sûr que, regarde, ça faisait quand même... Le Canadien avait pas gagné depuis le 27 octobre. Ça va faire du bien. Ça fait, oui, c'est ça. Alors, bouffée d'air frais, pas un match qui va passer à l'histoire pour la qualité de l'exécution, mais ils n'ont pas lâché. Mais ils n'ont pas lâché. C'est-à-dire que je pense que Buffalo a repris l'avance 2-3 fois, puis le Canadien n'a jamais abandonné. Fait que, non, il y a un peu de positif. Puis je pense que c'est à cause de ces 2 points au classement. Ils sont plus derniers, ils sont avant-derniers. On a quitté le dernier rang du classement. Le mix, Mario, le mix. Et au Temple de la Renommée, hier, il y a Shea Weber qui a fait son entrée, un ancien du Canadien. Oui, il y avait quelques joueurs quand même là, du Canadien qui, après le match à Buffalo, avaient fait le voyage pour assister à l'intronisation à Toronto là, de leur ancien coéquipier Shea Weber, qui vraiment là, a eu un discours bien senti, notamment pour ses anciens coéquipiers, ses souvenirs mémorables à Montréal. Lui qui a atteint quand même la finale de la Coupe Stanley contre le Lightning. En fin de semaine, il y avait un article là-dessus, comment il était tout cassé. Oui, là. Oui. Il dit qu'il y avait, quand il tapait pour jouer, là, il se sentait comme une momie, il était pogné de partout. Ah non, c'est ça. Les mains, les chevilles, le dos, il n'y a plus rien qui tenait. Là. Ben, c'était un joueur quand même qui était très physique. Puis alors, c'est sûr que son corps en a payé le prix. Là, alors, c'était très touchant de voir ça. Tu lui avais parlé aussi parallèlement à tout ça. Pierre Houde, qui lui aussi a été intronisé au Temple de la Renommée, amplement mérité dans son cas aussi.